Bonsoir bien-aimés, shalom, peuple de shalom, amis de LL6IMTV.com. Vous avez cet après-midi votre âme serviteur qui dit Boumbaïm. Bien-aimés, nous avons un message. Le message de cet après-midi a pour thème la bonne vie dans notre diaspora. La bonne vie dans notre diaspora, c'est le sujet que nous allons aborder cet après-midi. C'est un sujet général qui parle de notre vie civile et la manière dont nous pensons qu'on peut vivre en communauté lorsque nous sommes des ressortissants d'une même nation, se trouvant à l'étranger, ou encore on peut être des ressortissants de plusieurs nations qui se retrouvent à l'étranger et qui se constituent en une, il y en a qui appellent cela mutuelle, ou encore une communauté. Et de cette communauté, il y a sous-entendu les signes de respect qui vont permettre à ce que la communauté puisse avancer de l'avant. L'objectif, c'est lequel, à travers une communauté ou encore une diaspora, on se souvient de nos mœurs, c'est-à-dire ce que nous avons laissé de bien se faire au pays et que nous pensons qu'on arrive sur une terre étrangère comme l'Angleterre ou en France ou aux États-Unis, nous avons besoin d'importer, je dirais, de venir avec nous ce dont nous pensons être bien. Un exemple typique à cela, la célébration d'une fête nationale. C'est bien la célébration d'une fête qu'on dirait d'une culture quelconque. C'est bien se rappeler des bonnes et des belles choses de notre patrie, de nos patries. Cela fait du bien. Si ta patrie ne se trouvait pas dans la nation dans laquelle tu te trouves et que tu as les patries d'autres nations qui viennent de votre continent, vous pouvez toutefois vous joindre. C'est-à-dire, toi qui es peut-être seul ou avec ta famille, tu peux te joindre à cette patrie-là. Et que ceux-là sont censés te recevoir et te mettre dans l'ambiance dans laquelle ils sont en train de vivre. Et pour réussir une bonne vie dans une diaspora ou une communauté, il faut être organisé. Si vous n'êtes pas organisé, il serait difficile de vous entendre. Pourquoi? Parce qu'on risque d'apparaître, même les animaux dans la brousse ou encore dans la plaine, ont un chef, le chef qui les conduit. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date depuis nos anciens. Donc nous avons donc la première des choses à mettre en place, c'est un bureau. S'il y a un bureau, le bureau nous permettra de nous diriger. Le bureau sera une institution placée par laquelle nous ferons référence s'il y avait un problème à résoudre. Et c'est vraiment important. Donc, j'ai trouvé qu'il fallait qu'on puisse parler de ça. Si on ne parle pas de ça, on n'en parlera pas. Il y en a qui le font déjà. En Angleterre, il y a des frères d'autres nationalités qui sont arrivés. Des Indiens ont une communauté. Les Pakistanais ont une communauté. Les Jamaïcains ont une communauté. Et même les Blancs, qu'on appelle les frères européens ou américains, lorsqu'ils se retrouvent en Afrique, ils ont un responsable qu'ils appellent parfois le chef de la diplomatie, c'est-à-dire le chef de diplomate de l'Europe ou encore des autres pays. Imaginons-nous que, par exemple, je vais prendre un exemple plus simple. Au Congo-Brazzaville, il y a des ambassadeurs. Mais parmi ces ambassadeurs, ces ambassadeurs ne peuvent pas tous, s'ils ont un problème, aller voir, par exemple, le responsable de la nation du Congo. Ils ne peuvent pas tous aller pour la simple raison que chacun parlera certainement à sa façon. Il y a un qui peut apprécier ce qui se fait et il y a l'autre qui pourra dire que non, tel que ça se fait, je ne suis pas d'accord. Maintenant, pour éviter qu'il y ait trop de bouches à parler au fur et à mesure, ils se sont constitués et ont trouvé qu'il fallait mettre
un bureau en place. C'est-à-dire qu'ils aient un chef des diplomates, un chef des ambassadeurs. S'il y a un problème, ceux-là vont se réunir et leur chef et le bureau, ils vont s'entendre avec leurs membres. Les autres ambassadeurs deviennent des membres affiliés à cette organisation. Ils vont s'entendre et débattre de quoi est-ce qu'ils veulent mandater le bureau à aller, par exemple, dire à une autorité. Ce qu'ils vont se dire, ils diront cela et ils vont adhérer à ce qui sera pris comme décision. Ils vont, si c'est par un vote ou encore par une proposition qui sera faite, ils vont l'accepter et celui qui est mandaté ou celle qui est mandatée ira voir l'autorité et lui présenter leur situation. Et c'est comme ça que ça se passe. Et cela devrait aussi se passer dans nos nations ici, par exemple en Angleterre. Si nous sommes constitués en diaspora, c'est-à-dire que l'autorité, je parle de la, bon, je ne dis pas de la petite autorité, je parle du diaspora, en minimum, c'est-à-dire pas plus comme une ambassade, pas comme, qui dirait, oui, une ambassade, mais nous fonctionnons à travers l'ambassade, c'est-à-dire l'ambassade peut exister, le consulat peut exister, mais nous dépendons de cette institution. Pour ceux qui ont des ambassades et des consulats dans ces nations-là, on peut avoir un pays en Afrique, mais qui n'a pas de consulat en Angleterre, qui n'a pas d'ambassade en Angleterre. L'ambassade peut se trouver dans un autre pays très loin d'ici. Mais ceux qui ont cette chance d'en avoir dans les nations de résidence, là où ils se sont émigrés, ceux-là ont la possibilité évidemment, de se constituer. Et se constituer, il faut être dans l'ordre. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous sommes constitués en diaspora ou encore en communauté, nous aurons certainement des problèmes. Nous aurons certainement des problèmes, les problèmes des cas de maladie qu'on ne souhaite pas, des cas de décès qu'on ne souhaite pas, mais que nous avons vu ces cas-là prendre place dans nos milieux. Nous avons ce genre de cas. Ces cas, par exemple, de langage. Nous avons besoin de voir nos enfants apprendre la langue, par exemple le français. Si nos enfants doivent apprendre le français, si à l'école, ce qu'ils apprennent à l'école comme français n'est pas suffisamment par rapport aux heures qu'ils ont, on peut se constituer, trouver un endroit, si on est organisé, et puis aller donner des cours à nos enfants français. Parmi nous, il y a des professeurs. Il y en a qui ont un savoir, qui peuvent le mettre à la disposition des enfants de notre diaspora, de notre communauté. Voilà pourquoi nous avons pensé que pour diriger une activité pareille, il faut être quelqu'un qui soit capable de lire et d'écrire. Si tu ne peux pas lire, tu ne peux pas écrire, de notre temps, il serait difficile. Comment vas-tu communiquer avec les institutions ou encore avec les membres? Parce que tu ne leur feras jamais parvenir une information bien écrite qui risque de connaître ce que nous appelons un peu des mots de langage. Et donc, nous avons besoin, dans notre communauté, dans notre diaspora, des gens qui sont... on ne dit pas que ceux qui ne peuvent pas lire, qui ne peuvent pas écrire, ne sont pas instruits. Non, qu'on ne prépare cela de cette façon. Nous ne sommes pas contre ceux qui ne peuvent pas écrire, ceux qui ne peuvent pas parler d'autres langues. Vous n'êtes pas, ceux-là ne sont pas rejetés. Si nous disons que nous rejetons ceux qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas parler en anglais, qui ne peuvent pas parler en français, qui ne soient pas considérés dans notre milieu, de ce côté-là, nous devenons un peu mauvais
nous devenons méchants. Nous ne sommes pas contre cela. Mais simplement que lorsque tu veux que quelqu'un puisse plaider ta cause avec une autorité qui ne parle pas la langue que toi tu parles, et tu auras appris une langue par laquelle tu pourras communiquer avec cette autorité-là, il te faudrait être ce que nous appelons instruit. Et que tu aies de la connaissance, tu aies le savoir, et que tu saches le transmettre à travers la correspondance. Pourquoi? Parce que tu as une autorité sur qui est-ce que nous comptons. Mais si nous ne comptons pas sur toi, si toi tu ne fais pas ce que nous pensons que tu devrais faire pour nous, au risque d'avoir quelqu'un qui va en quelque sorte mettre en erreur toute la force, toute la famille communautaire ou toute la famille diasporamique. Or, nous n'avons pas besoin de ce genre. C'est vrai que l'erreur est humaine, mais quand il faut arriver au point, il faut arriver à donner conseil, on donne conseil. On ne chasse pas quelqu'un. Et surtout, même un enfant, on aura des enfants à qui on voudra bien donner conseil. Et c'est très important. Très très important. Si on ne le fait pas, on va se tromper. Il ne faut pas dire que non, tel ne m'aime pas, tel ne m'aime pas. Et ne te mets pas à insulter les autres parce que tu as des lacunes de langage que l'autre a identifiées en toi. Que l'autre te dit la vérité sur ce que tu as comme lacune, accepte-le. Tu ne vas pas traiter quelqu'un de ceci ou de cela. Toi, tu ne peux pas bien parler français, accepte-le. Tu ne peux pas bien parler anglais, accepte-le. Tu ne peux pas bien écrire en français, accepte-le. Tu ne peux pas bien écrire en anglais, accepte-le. Tu ne peux pas traduire en français, accepte-le. Tu ne peux pas traduire en anglais, accepte-le. Tu ne peux pas traduire de français en anglais, d'anglais en français, accepte-le. Ne cherche pas à te montrer et à traîner des masses comme pour vouloir créer des divisions ou séparer ceux qui, en groupe, peuvent mieux et bien faire. On ne te manque pas de respect. Mais lorsque les autres ne te manquent pas de respect, ne leur manque pas aussi de respect. Le respect, quelqu'un disait qu'il est réciproque. Un petit, tu le respectes, et le petit aussi doit te respecter. Ce n'est pas parce que tu es grand et que tu ne pourras jamais respecter un petit. Si tu manques toutes les fois le respect à un petit, même un enfant, il arrivera un jour que le petit va comprendre ce que toi tu tentes de faire. Le petit va réagir contre toi. Il va réagir sur toi. Et toi, tu vas profiter de ta responsabilité pour vouloir frapper sur l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant a trouvé la solution à ce qui l'embête. Lorsqu'un enfant commence à raisonner, lorsqu'il commence à raisonner, il dira des choses ou il fera des choses de la bonne manière, pas de la mauvaise manière. Même un adulte aussi, au départ, quand la chose, tu ne la comprends pas très bien, lorsqu'elle t'explique, tu finis par la comprendre. Donc, moi je pense que si on a besoin d'un bon leader dans notre... Quand je dis bon leader, je ne dis pas beau leader, je dis un bon leader dans notre diaspora, ce leader-là se permettra à faire les choses de la bonne manière, pas de la mauvaise manière. Et faire les choses de la bonne manière, il nous fera des propositions qui seront bonnes, pas mauvaises. Il pourra nous servir d'intermédiaire. Lorsque nous avons un problème avec le housing pour la maison, nous avons un problème avec les avantages sociaux ou quelque chose qu'on ne veut pas mettre, c'est-à-dire qu'on t'a envoyé une lettre que tu ne peux pas lire toi-même. Le président est capable de recevoir cette lettre et t'aider, c'est-à-dire diriger, si possible, dans la communication avec l'institution. Le président peut recevoir cette correspondance, la lire pour toi et appeler ceux qui te l'ont envoyé pour essayer de résoudre. Le président agira au nom et pour le compte de la communauté. Ça se fait de partout.
Il ne le fera pas. Il ne va pas agir parce que c'est lui-même. Toi, tu l'auras mandaté à ce qu'il le fasse pour toi. Mais celui que tu vas mandater, il faut qu'il sache parler français. Si c'est en français, il faut qu'il sache parler en anglais. Mais s'il ne sait pas parler en français et qu'il ne peut même pas avoir un temps de causerie ou de répondre aux questions qui lui seront posées par rapport à la personne, ou aura même pas le sens des questions à poser à la personne avec qui il le veut communiquer pour le compte de la sœur ou du frère. Il ne fera rien, le président ne fera rien, absolument rien. Au risque d'avoir, comme certains disaient, qu'on va se retrouver avec des présidents de deuil. C'est-à-dire, ce président va prier pour qu'il y ait des deuils à chaque instant. Comme ça, il sait collecter l'argent. Quand il est au deuil, son travail ne sera que celui de collecter l'argent. Quand chacun écrive son nom sur le cahier. Et puis c'est tout. Mais on n'a pas une communauté ou une diaspora, rien que pour les deuils, sinon il n'y aurait pas d'ambassade dans nos nations. Ou encore les ambassades de nos nations qui existent ici, ou les consulats qui existent ici, n'existent pas seulement pour qu'il y ait de deuil ici, et après ils vont faire des comptes rendus dans nos nations d'origine. Non. On ne peut pas avoir un bureau, on ne peut pas avoir une diaspora, rien que pour le cahier de deuil. Rien que quand il y a des veillées. Nous ne sommes pas derrière cela. Ce n'est pas l'opinion, ce n'est pas la bonne manière d'être. C'est vrai que ça passe par là aussi. Il faut qu'on se supporte. Évidemment, on voudra bien se supporter. Mais pas en n'ayant qu'une seule activité. Les veillées. Puisqu'aujourd'hui, il y a des veillées qui deviennent maintenant des fêtes. Quand tu fais une veillée, il faut qu'il y ait du vin, de l'eau, du whisky, il faut qu'il y ait du champagne, parfois, il faut qu'il y ait d'autres boissons. C'est bien, celui qui a les moyens peut le faire, mais celui qui n'a pas de moyens, s'il y a un montant, allez le donner à cette personne-là. Il y en a qui seront hésitants, qui ne vont pas débourser cet argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas trouvé quoi? Du whisky, ils n'auront pas trouvé quoi? Le champagne. Or, la personne, peut-être qu'elle n'a pas assez d'économie. La personne n'a pas assez d'argent, va se permettre à faire quoi? À ne rien faire. Et elle sera objet de critiques. On va finir par critiquer la personne. Aller de oh non, écoute, on est là-bas, on est juste allé cotiser, mais on n'a rien mangé, on n'a rien bu. Mais il faudrait que nous nous asseyions. C'est vrai que chez nous, en Afrique, ce n'était pas ça. Quand il y avait un deuil, celui qui a perdu un parent, celui-là, on sait qu'il n'ira plus, ou il n'ira plus en brousse. Ou encore, prend un repos pour le travail, il va rester à la maison. Il y a un cas au village, c'est que la personne qui a perdu un parent reste, si le corps se place, reste au village, dans sa maison. Les autres femmes vont se débrouiller à trouver de quoi manger et apporter la personne qui a perdu un parent. C'est comme ça. Maintenant, en ville, c'est autre chose. En cité, la personne qui a perdu, son parent reste là, ou soit va même au travail, travailler, revient, et de temps en temps, le soir, on arrive, on vient s'asseoir et l'assister. Qu'est-ce qu'on espérait boire? C'est du café, même au village, c'était le café. On vous fait le café avec des beignets, ou soit du pain. Et qu'on met à votre disposition, juste pour vous permettre à être en forme la nuit, parce que vous êtes venu là, sous-entendu ne pas dormir, ou encore vous venez dormir avec eux pour les accompagner dans cette douleur, qu'ils ne se sentent pas seuls, abandonnés. Et c'est ce qui se faisait. En ville, pratiquement, la même chose. En cité, voulais-je dire aussi. Donc, voilà, c'est de cette façon, c'est peut-être de la bonne manière à le faire. Maintenant, si
nous sommes arrivés dans des pays comme l'Angleterre où on rencontre d'autres nationalités, d'autres diasporas. Nous avons communié avec ces diasporas-là. Nous devenons en quelque sorte une personne à travers une activité quelconque. Soit tu es à l'église, nous avons des nationalités à l'église. En allant dans une église, il y a des nationalités. La culture, elle est différente. Tu apprendras de la culture de ceux d'autres églises, c'est-à-dire des membres d'autres églises qui viennent d'autres nations. Nous aussi, nous qui allons, nous allons leur apprendre ce que nous avons appris de nos nations. Il y a ce que nous appelons conflit de culture. Le conflit de culture arrive où il y a des choses que tu faisais dans ta nation, que tu sont bonnes, que tu trouves être des bonnes choses, et lorsque tu veux les faire dans le milieu dans lequel tu t'es retrouvé, ceux-là que tu rencontres diront que nous, on n'a jamais fait ceci. Eux aussi, ils viendront avec ce qu'ils ont l'habitude de faire dans nos nations. Ils les ont amené cela jusqu'ici, et ils vont les emmener jusqu'à un endroit où toi tu seras, et ils vont vouloir à ce que toi aussi tu puisses les pratiquer. Toi, tu diras que toi, tu n'as jamais fait ceci, tu n'as jamais fait cela, et que tu n'en feras pas. Donc, il y a comme conflit de ce que toi, donc il y a conflit sur ce que toi tu as, que tu apportes, que les autres ne peuvent pas accepter, et ce qu'ils ont, qu'ils apportent, que toi, tu ne peux pas accepter. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que si, quand je le dis comme ça, on risque d'aller dans la Bible, comme qu'il dirait, que par exemple, manger le porc. Si tu manges le porc, ça peut être une occasion de chute pour toi. L'autre mange le porc, toi tu ne manges pas le porc. Mais l'autre te dira que nous, lorsque nous sommes là, ce qu'on fait, ceci, cela, on mange le porc. Si toi, tu ne manges pas le porc avec nous, dans ce cas, tu n'es pas avec nous. Si tu ne manges pas le porc avec eux, tu n'es pas avec eux. Et toi, si tu n'as jamais mangé le porc, si on t'avait dit que si tu manges le porc, ce n'est pas bien. Évidemment, si tu n'as pas de cœur, s'ils ne peuvent pas te voir manger le porc, ils peuvent te rejeter. Ils ne vont pas voir cela comme étant une interdiction dans ta vie. Depuis ta tradition, tu ne manges pas, mais ils vont dire que tu es orgueilleux. Alors que tu n'es pas orgueilleux. Il faudrait que tu leur fasses comprendre, il faut parler, que tu ne manges pas le porc, c'est une interdiction dans ta tribu. Voilà, regarde si tu manges le porc, ce que cela entraîne, si c'est quelque chose que tu ne peux pas cacher. Si c'est boire de l'eau, à midi, tu dis que non, à midi, nous, c'est interdit de boire de l'eau à midi. Nous, on ne boit de l'eau qu'à 14 heures. Et c'est comme ça. Et aussi, la personne qui t'a proposé comprendra. Mais ne laisse pas la personne dans le doute, ne pas comprendre ce qui se passe. Aussi, il y a quelqu'un peut être sous traitement médical. Le médecin lui a dit, attends, ne mange pas les oranges. Si toi tu arrives, évidemment, là où on t'a invité, tu as l'habitude de manger les oranges, on va te dire, mais tu diras que non, je ne mange pas. Et pourtant, c'est par là que tu as l'habitude de commencer. Après, on va dire, mais lui, qu'est-ce qu'il veut faire ou qu'est-ce qu'il veut faire? Tu peux dire que le médecin m'a interdit de manger les oranges. Pourquoi? Parce que je suis un traitement, un médicament qui ne va pas avec les oranges. Si je prends ce médicament que je prends et que l'orange, je mets l'orange dans ma bouche, quelque chose peut se passer et ce n'est pas bien. Donc tu prends un médicament et l'orange, ça peut ne pas aller. Pourquoi? Parce que c'est le médecin qui a dit. Il y a des médicaments qu'on prend avec de la banane. Au pays, en Afrique, il y a quand tu sentais que tu avais des ascaris, on te prend des comprimés
On te dit, tu mets au milieu de la banane et tu manges. Pourquoi? Parce que le comprimé au milieu de la banane, quand tu mâches, va aller là où se trouvent les ascaris. Les ascaris vont manger la banane, elles vont mourir, tu vas les sortir de ton corps. Il y a tout cela. Beaucoup de choses. Il faut qu'on fasse des belles et des bonnes choses. On peut s'entendre en diaspora à faire une cotisation. On se dit, bon, c'est vrai que les parents ont des difficultés de là où ils se trouvent. Moi aussi, toi aussi, là où tu te trouves ici en Europe, tu peux avoir des difficultés au moment où tu n'as pas l'argent, tu n'as pas du travail. Tu peux avoir le travail, mais tu as moins de sous pour, évidemment, venir à t'en sortir toi-même et puis aider ceux qui sont de l'autre côté. Qu'est-ce que tu feras? Tu es en diaspora, tu es en communauté, vous êtes bien constitué, il y a un bureau, vous allez vous réunir et vous décidez d'un montant que vous pouvez vous supporter chacun. Vous pouvez vous décider d'un montant que vous pouvez vous supporter chacun. Si il y a un parent, tes parents qui sont répertoriés, tu as des parents au pays, des parents qui sont sur place, ici tes enfants, ta femme, ou ton mari. Vous avez cela et vous êtes, c'est comme une assurance que vous payez. Un montant est décidé que lorsqu'il y aura un décès dans notre diaspora, dans notre communauté, il sera de temps. Et que ce montant-là, chacun de nous devra participer. Celui qui ne participe pas, excusez-moi de le dire, celui-là ne sera pas assisté. Celui-là, s'il n'a rien, il dira qu'il n'a rien. Il ne participe pas, mais c'est une dette à notre diaspora. Pourquoi? Parce que cette personne-là, si elle ne participe pas, lorsque l'autre a perdu son parent, nous, en tant que diaspora, on ne va pas contribuer pour cette personne sans qu'elle ait produit les raisons réelles de n'avoir pas participé. Est-ce qu'elle n'était pas en mesure de passer? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui gagne plus que l'autre. Personne ne gagne plus que l'autre. Toi qui as perdu une personne, on vient t'assister. L'autre aussi perdra quelqu'un. Si l'autre arrive à perdre quelqu'un, ce que je ne souhaite pas, toi tu iras aussi assister l'autre. Tu vas l'aider en cela. Et si tu ne le fais pas, ce n'est pas bien. Tu démoralises les autres. Et tu finis par voir que lorsque toi tu as perdu quelqu'un, les gens sont arrivés en un nombre limité. Dès lors que lorsque tu étais là où il y avait la veille, les autres ont participé, ils étaient plus nombreux. Et les montants diffèrent d'une personne à une autre. Or, ce genre de problèmes ne sont pas bons. Il faut avoir un montant standard. Si vous êtes 20 personnes pour votre diaspora, si vous êtes décidé à donner 50 livres pour chaque famille, vous multipliez, si sont les 20 sont une famille, vous multipliez les 20, multiplié par 50. Vous avez multiplié 20 par 50 livres, vous allez vous retrouver certainement avec, si je ne me trompe pas, 1000 livres. 1000 livres, je crois, si je ne me trompe pas, oui. Ça devrait mettre les... Bien, 1000 livres. 1000 livres sur les 20, chaque personne donne. On sait que quand tu as perdu un parent qui est reconnu dans notre entité, il ne faut pas que ce soit tout le monde. Même les parents qui sont loin, des amis, des parents qui ne sont pas des parents, on commence par les déclarer. Non, on va se déclarer les parents d'avance. Toi-même, tes enfants, ta femme, ainsi de suite, ton père, ta mère. S'il y a à mettre les frères et les sœurs, ça c'est ce qu'on pourra voir ensemble. Mais sinon, les parents clés et proches. Il y en a qui ont déjà perdu leurs parents. Ceux-là, bon, c'est comme nous. On a perdu papa et maman. Donc, bien aimé, c'est vraiment important ce message. Permet à chacun de bien réfléchir. Que les autres viennent t'aider. Si toi, tu n'as rien ce jour-là, les autres vont cotiser pour toi, viendront mettre à ta disposition. Je dirais même 900, 1000 c'est trop. Ce serait peut-être moins de 1000. Pourquoi? Parce que
toi-même tu ne cotises pas. Tu ne seras pas là en train de cotiser parce que les autres vont cotiser pour toi. Et c'est très important. Si tu le fais, les autres vont t'aimer. Et puis il ne faut pas dire que non. Celui-là, pardonnez-moi, je ne pas nous. Ça nous est arrivé tous. Ou quelque part, on t'a dit que fais ça, fais ça, fais ça. Va donner là-bas, va donner là-bas. Tu refuses. Et puis on va trouver une stratégie. Si toi, tu ne peux pas aller à la veillée, si tu ne peux pas aller à la veillée, il y aura un compte, certainement bancaire. Il y aura le numéro de compte et puis le sort code. Et aussi le nom de notre communauté, de notre diaspora. Ce compte-là est ouvert. Si toi, tu ne peux pas aller, ça ne sera pas une excuse parce que tu ne t'es pas déplacé. Le numéro de compte et le sort code va servir de transfert. Donc, tu payeras de l'argent depuis chez toi. Si c'est par Internet, ou tu vas appeler ta banque, tu donnes un ordre de règlement. Ce que tu vas faire, tu gardes la référence par laquelle tu as payé. Cela se discute entre nous. Il faut qu'on s'asseye et qu'on parle. Et c'est très important. Les petites choses, il ne faut pas les négliger. Il y a une bonne manière de vivre. Il y a des activités culturelles. On peut aller faire un barbecue. On s'entend, on dit on va faire un barbecue. Au nom de quoi? De notre diaspora. Il y a des cotisations qu'on peut mettre, des cotisations mensuelles, des cotisations trimestrielles ou des cotisations annuelles. Chacun met de montant de côté. S'il y a un problème, au lieu qu'on cherche encore de l'argent, on aura déjà mis quelque chose de côté. Et cela va nous permettre à ce qu'elle puisse nous permettre d'avancer dans ce que nous avons à entreprendre. C'est tout. Donc, si toi, tu attends à réfléchir que quelqu'un d'autre vient faire cela à ta disposition, bien aimé, on va se retrouver, chacun sera de son côté. Advienne que pourra. Tu perds un parent, tu te débrouilles toi-même. Et l'autre perd un parent, tu ne vas pas. Et je crois qu'on arrivera là. Si maintenant on ne réfléchit pas, pour ceux qui sont ici, en Europe, en Angleterre, je veux dire dans la ville de Manchester, pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont au Congo, ceux qui sont au Gabon, il y a une bonne raison de raisonner, d'être en communauté. Même ceux qui partent des villages pour la cité, ceux-là aussi ont des communautés. C'est très important, c'est motivant. Voilà, on va s'arrêter là. On pourra revenir sur cela à travers des messages. Bien aimé, c'est vraiment important. C'est à vous de prendre ou de laisser. Si vous voulez qu'on soit ensemble, c'est par ce moyen-là qu'on sera ensemble. Si vous ne le voulez pas, en tout cas, Dieu nous aidera autrement. Merci. Bonne soirée et bye.